J'ai l'impression que presque tout était dit, mais je veux parler un petit peu du cas cracovien qui a peut-être des spécificités aussi liées à ce que je vous montrais tout à l'heure, à la proximité de la grande ville industrielle socio-réaliste à côté d'une très très grande ville d'histoire et des patrimoines polonais. Donc cette implantation d'une ville industrielle à côté de la capitale culturelle de la Pologne, c'était comme on a dit plusieurs fois, on connaît ce scénario, c'est un don de l'Union soviétique de l'époque. En fait, en 1947 était décrétée une implantation d'une grande usine, une grande fonderie quelque part en Pologne dans le cadre du développement de l'industrie lourde du pays, dans la logique soviétique qu'on voit un petit peu partout. Et il y avait quelques endroits qui étaient envisagés et à la fin on a décidé de choisir Cracovie parce que Cracovie n'avait pratiquement aucune tradition industrielle avant et la grande fonderie on l'a fondée sur des terrains agricoles, donc les terrains qui n'ont jamais eu cette destination industrielle avant. Ce qui est beaucoup plus bizarre, c'est que juste à côté il y a une région en Pologne qui s'appelle Silésie, qui est une région industrielle où il y a des mines de charbon qui servent beaucoup aux fonderies. Et là-bas, on n'a pas décidé de construire cette fonderie parce qu'ici, c'était plus symbolique. Donc, c'était plus à l'opposé de tout ce qui était Cracovie pour les Polonais dans l'histoire. Il y a beaucoup de mythes qui se sont créés autour de cette fondation. On exagère peut-être un petit peu sur ce mythe de ruraux contre l'industriel parce que il y avait bien sûr un petit peu l'industrie à Cracovie avant. Il y a une logique dans cette implantation parce qu'il y a la grande rivière, parce qu'il y a justement la proximité de la Silésie qui fait que le charbon n'était pas loin. Donc, c'était rationnel, mais ça aurait été peut-être plus rationnel ailleurs. Donc, je vous ai déjà dit, le scénario de création de cette ville nouvelle est tout à fait classique, donc c'est un petit peu la logique de villes nouvelles industrielles de l'Union qui était créée à l'influence de l'Union soviétique. Mais ce qui fait particularité de ce programme, c'est qu'en fait, il est lié à Cracovie, qui est une ancienne ville historique. Et vous voyez ici sur ce panorama, qui était créé avant l'établissement des plans masse pour Nowa Huta. Donc c'est une fantaisie architecturale. C'est pas ce qui était réalisé là-bas, c'est la graphicien qui un petit peu discutait avec les architectes et à la base de rêves qu'ils avaient de cette nouvelle ville, il a fait ce panorama qui d'ailleurs décorait les gares centrales de Cracovie, la gare routière, et qui était supprimée dans les années 90. Donc la peinture murale n'existe pas. Le dessin pour ce panorama se trouve dans le musée de Nowa Huta, musée historique de la ville de Cracovie. Donc ici vous voyez une image un petit peu idyllique de deux villes, la ville industrielle devant et le panorama un petit peu sombre, un petit peu moyenâgeuse de Cracovie derrière. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait ni Cracovie ni Nowa Huta ne sont pas des villes de gratte-ciel, ne sont pas des villes de grandes tours pointues à la gothique. On dit même à Cracovie qu'il y a trop peu de gratte-ciel dans la ville. Le panorama, il y a le château bien sûr, mais il n'est pas si élevé que ça. Il ressemble pas à un château de Transylvanie comme ici. Et la ville est plutôt plate. Donc c'est une pure fantaisie en fait ce qu'on voit ici. Et la construction de Nowa Huta que vous voyez ici comporte quelques bâtiments qui n'ont jamais été construits. Par exemple le Grand Théâtre ou l'Hôtel des Villes. L'Hôtel des Villes n'a jamais été construit parce que la ville à la fin des années 40 était projetée comme une ville isolée, une ville autonome. Mais déjà en 1951, on a décidé de la incorporer dans Cracovie. Donc l'hôtel de ville dans une ville qui n'est pas une ville, ça sert à inutile. Mais en parlant un petit peu de contemporain, il faut que je vous dise que maintenant à Cracovie, il y a déjà des mouvements séparatistes qui voudraient peut-être séparer Nowa Huta de Cracovie et construire une hôtel de ville en tant qu'un symbole. Donc ça est revenu après des années. Il y a encore sur l'image, il y a encore une autre chose qui n'a jamais été faite, c'est le grand lac artificiel qui devait s'éteindre
juste à la fin de l'axe principal de la ville, donc un terrain de loisirs. Il n'a jamais été construit. Et sur l'emplacement de ce lac, il y a maintenant une grande prairie, donc l'espace vert, mais très très éteinte, qui descend jusqu'à la rivière, qui est maintenant protégée dans le programme de l'Union européenne qui s'appelle Nature 2000. Et on s'est beaucoup battu pour que ce terrain reste préservé. Il reste un terrain naturel où on a plein beaucoup d'espèces protégées, comme certaines rares espèces des papillons, par exemple. Donc, en face de la ville industrielle, on a un terrain, une réserve naturelle protégée avec de la protection de la nature, ce qui fait une sorte de métaphore, une très très jolie métaphore de cette ville. Parce que là où il y a la fin de la ville, commence la nature. Donc, il y a vous voyez déjà ce rapprochement de des images. Il y a encore un autre, donc la fonderie, un petit peu monumentalisée aussi, par rapport à ce qu'elle est vraiment, surtout maintenant. Et en bas, sur le bord de la rivière, il y a un petit village tout paisible, avec une abbaye cistercienne, s'appelle Mogiwa, qui existe toujours d'ailleurs, cette église, une très, très très jolie église, avec une église en bois qui est juste à côté, qui reflète justement le passé de Nova Huta. Donc l'ensemble de 5 villages agricoles qui étaient remplacés par la grande industrie, donc le progrès. Et si on voit une église ici, c'est pour justement montrer que ce monde-là, c'est du passé. Donc on va passer à cette image-là. Ici, vous avez le médaille. Moi, je connais ces médailles parce que mon grand-père, qui était mineur, avait le même. C'est comment dire, le meilleur travailleur de l'année. on obtenait ce genre de médaille. Donc, je le connais très bien. Et là, vous voyez ici, c'est le schéma urbain de Nova Huta dans sa partie résidentielle. Parce que Nova Huta se compose architecturalement de zones résidentielles et de zones industrielles où il y a la fonderie. Donc la zone résidentielle, comme vous voyez, se compose de grands axes. Cet axe-là mène jusqu'à la fonderie. C'est une très très longue axe. Et ici, vous avez des îlots très réguliers qui sont basés sur le principe de l'unité de voisinage, qui est un principe américain. On a parlé hier de cette influence américaine sur l'urbanisme soviétique. C'est l'un des exemples. Donc, l'unité de voisinage, comme vous savez peut-être bien, c'est un principe où une unité comme ça est autosuffisante, c'est-à-dire fournit aux habitants tout ce qu'ils ont besoin pour la vie. Donc la résidence, les écoles maternelles, la verdure, et c'est protégé de la communication, de circulation routière. Donc à l'intérieur des cours vertes, on est protégé et on a tout ce qu'il faut pour la vie courante. Donc on a des magasins, des écoles maternelles, des écoles d'aires de jeu pour les enfants. Donc ça marchait comme ça dans les années 50 et ça marche toujours. Donc ça très bien rempli son destin. Ici, c'est la place centrale. Elle s'appelle Place Centrale et récemment, elle était renommée Place Centrale Ronald Reagan. Et pourquoi ça s'appelle comme ça, je vais l'expliquer après. Mais ça fait bizarre parce qu'on a une ville communiste créée pour justement faire ce symbolique d'une ville communiste à côté de Cracovie traditionnelle, conservateur, intellectuel, universitaire, avec toute le tombe des rois polonais enterrés au château de Wawel, la lieu de couronnement des rois polonais. Et juste à côté de ça, on a cette ville ouvrière, socialiste, communiste, qui se transforme, la place centrale se transforme en place Ronald Reagan, ça reflète bien une histoire un petit peu complexe de l'endroit. Je vais en reparler. La Grande Prairie, c'est là. Ici, vous avez un monument de solidarité, le syndicat Solidarność, et là, il y a la grande prairie où on peut se reposer. Et c'est vraiment très bien que ça a été préservé. Là, vous voyez les architectes. Donc, c'est un ensemble des architectes qui étaient responsables de la plan de masse et des bâtiments qui
qui était construit sur la base de ce plan. Tous ces architectes faisaient partie de Miasto Projekt, donc un atelier d'architecture qui appartenait à l'État. C'était pas un atelier privé, c'était un atelier qui appartenait à l'État. Mais c'était pas des socio-réalistes parce qu'il n'y avait pas d'école de socio-réalisme en Pologne comme dans tous les autres pays de l'Europe centrale, sauf peut-être la Russie, ou des classicismes nouveaux. Donc tous ces architectes étaient formés modernistes et ils étaient des modernistes dans toute leur vie. Donc ces courtes périodes de réalisme socialiste, je pense que ça n'a pas vraiment convaincu au niveau de style ou de niveau d'idéologie. Il y a l'architecte en chef, c'est Tadeusz Ptaszycki, un architecte qui a commencé sa carrière avant la Deuxième Guerre mondiale, juste après la Deuxième Guerre mondiale, très lié quand même au gouvernement d'après la guerre. Il était responsable de la reconstruction de Breslau, donc Wrocław. Donc il a déjà été connu en Pologne en tant que quelqu'un qui sait imaginer une ville nouvelle. Et on a toute une équipe. Une partie des architectes étaient formés à l'école polytechnique, pas à l'école polytechnique, mais à l'école des mines cracoviennes, où il y avait aussi une division d'architecture après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une partie qui était formée pendant la guerre à Lvov, donc à Lviv, en Ukraine. Là, vous avez des architectes qui faisaient des bâtiments, et là, c'est l'atelier de design des intérieurs. Et ce qui est très remarquable, et on connaît cette division, ici il y a que des hommes, et ici il y a les femmes. Donc les intérieurs, tout ce qui est tissu, meubles, c'était surtout des femmes qui les projetaient, qui est un petit peu significatif pour l'époque. Donc un très très grand ensemble, comme vous voyez, il y a peu de bâtiments qui sont créés par un architecte précis. C'est surtout des équipes qui étaient responsables. La grande maquette, et là, l'affiche que vous voyez ici, c'est une manifestation du 1er mai où c'est marqué « Nous projetons les formes architecturales ». Donc l'affiche des architectes montre de quoi ils s'occupent pendant la construction. Quelques petites zooms sur l'architecture de Nowa Huta, et je veux revenir au contemporain, parce que c'est ça qui est le principal pour mon intervention. Donc la place centrale, encore sûrement centrale, les photos qui étaient faites plusieurs fois sur Nowa Huta dans les années 50 montrent ce monde rural qui quand même transperce, qui quand même apparaît parmi les constructions socialistes. Je pense que les photographes faisaient exprès de trouver ce genre de cadre, mais ils sont très courants en fait pour la construction de Nowa Huta, pour montrer justement cette rencontre de deux mondes, le monde d'agriculture qui disparaît, le monde d'industrie, les progrès qui arrivent. Mais il y a aussi l'architecture des bâtiments principaux. Michał en a parlé hier. C'était la Renaissance en fait qui entrait dans l'imaginaire, ce qui était l'architecture polonaise ou l'architecture nationale, de style national polonais. Sauf que Cracovie, c'est vraiment une ville renaissance. Et si on répète les attiques, donc les couronnements de murs très décorés, c'est surtout à la base de l'Alodra qui se trouve dans la place centrale de Cracovie. Donc les modèles de ces formes qui étaient répétées dans le social-réalisme un petit peu partout en Pologne se trouvent à Cracovie, à la proximité de cette réalisation. C'est pas très décoré, il n'y a pas de mosaïque, il n'y a pas de sgraffito, il n'y a pas de détails architecturaux parce que l'année de la publication de la pleine masse de Nowa Huta, et le numéro où ça a été publié, le numéro de l'architecture, c'est le même numéro où il y avait publié le nécrologue de Staline. Donc 53, et vous voyez cette courte durée de socialisme en Pologne et dans tous les pays de l'Est fait que la plupart de ces ensembles n'a jamais été fini, n'a jamais été achevé. Dans toutes les grandeurs que ça prévoyait et dans toute la décoration et la richesse de détails que ça prévoyait. Ici à Nowa Huta, il y en a très très peu de détails, c'est plutôt l'architecture qui fait l'effet, c'est les serlianes, des éléments palladiens qu'on y voit, les arcs de triomphe, certains balustrades et aussi les colonnades auxquelles se réfèrent souvent les architectes socialistes. Une autre
Un autre exemple de l'architecture de Nova Ruta de l'époque réalisme socialiste, on a parlé déjà de la compagnie de Largo, donc il y a une autre référence italienne dans le socialisme, c'est le Palais du Doge. On appelle comme ça le siège de l'administration de Nova Ruta, qui est très très bien préservé, qu'on peut visiter aujourd'hui, même s'il y a toujours une fonderie la direction d'une fonderie qui l'occupe, donc c'est un bâtiment qui a toujours sa fonction initiale. Mais parfois on peut la visiter avec des intérieurs somptueuses de Marian Zygmunt, un designer polonais de cette époque, aussi d'abord socioréaliste, après moderniste, et tous références à l'architecture traditionnelle polonaise, c'est-à-dire à l'attique. L'attique, la Pologne, c'est l'attique. Il faut le rappeler. Un autre zone, c'est le côté utopique ou idéal de la ville, donc tout ce qui n'a pas été réalisé. D'abord, l'hôtel de ville pour lequel on a lancé un concours, et ce que vous voyez ici, ça ressemble peut-être le plus à l'hôtel de ville de Posen ou de Zamość. Et c'est vraiment une citation de l'architecture, c'est pas une interprétation, mais ça, on a l'impression que c'était presque une citation postmoderne. Ici, le théâtre et tout l'axe monumental, il n'y a rien de ça. L'obélisque, l'hôtel de ville, le théâtre n'ont jamais été réalisés. Il n'y a que des résidentiels qui étaient réalisés en fait. Très longtemps, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de cinéma. Il y a même un poème d'un poète polonais qui est consacré au manque de la vie culturelle de Nova Ruta, auquel une partie, c'est aussi une autre légende de Nova Ruta, a réagi en construisant le premier théâtre à Nova Ruta qui s'appelle Théâtre Ludowy, qui est un très très bon théâtre qui existe toujours. Donc d'abord, on prévoyait pas des bâtiments culturels et on prévoyait pas, et ça c'est très important, une église. On n'a jamais parlé de l'église dans votre présentation, mais c'est très important pour une ville avoir une église, surtout en Pologne. Parce qu'en Pologne, même dans les années 50, on pouvait être un très très bon communiste, mais chaque dimanche, il fallait aller à la messe. Surtout si on est un ouvrier venu de la campagne polonaise pour travailler dans une mine à Cracovie. Les sociétés qui habitaient, la population qui habitait Nova Ruta, c'était une population traditionnelle extrêmement conservatrice. Et ce qui fait bizarre, en fait, cette différence qu'on fait souvent entre Cracovie traditionnelle conservatrice et la ville nouvelle communiste, socialiste, nouvelle ouvrière de gauche, ça n'a pas du tout marché comme ça. C'était plutôt un concours qui est plus traditionnel, conservateur, lié à l'église, lié à une conception traditionnelle de la famille et tout ce qui est conservateur. Donc, cette population était très très conservateur et ça aboutit à des événements politiques dont je vais parler encore. Je montre quelques autres images pour que vous vous rendiez compte que Nova Ruta c'est pas seulement une ville socialiste, réaliste socialiste, mais c'est une grande ville, un grand quartier. À Cracovie, on dit souvent la ville de Nova Ruta, même si c'est pas une ville séparée. C'est un endroit où on trouve un petit peu toute l'histoire de l'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle. Et 53, c'était la mort de Staline, et 56, commence une période qu'on appelle en Pologne, en Russie, je pense aussi dégel. Donc, cette période où le parti a décidé que le socialisme était trop cher. Donc, il fallait trouver une autre solution, surtout pour l'habitat. Et on a décidé qu'en fait, le modernisme à la Le Corbusier, ça allait très, très bien avec la préfabrication, le béton. C'était moins cher, c'était moins décoré. Entre autres, je simplifie un petit peu le truc, mais c'est vrai que ce côté économique avait un impact très important dans ce choix de style. Donc il y a le modernisme, et ce qui est très important, c'est que à Nova Ruta, il y a des bâtiments emblématiques pour le modernisme. C'est-à-dire, il y a le centre historique de Nova Ruta, et autour, un grand quartier de résidences modernistes ou modernistes tardifs, de plusieurs idées urbaines, quelque chose qui, je pense qu'il faut étudier. C'est pas encore été étudié d'une manière très très détaillée, très sophistiquée. Mais le bâtiment qui est parfois considéré le plus corbusien de toute la Cracovie, c'est Block Szwedzki, donc le bloc suédois, construit par Marta et Janusz Ingarden, donc les mêmes architectes que le palais de Doge. On voit en espèce de 3 ans, ils changent complètement leur langage stylistique.
Il s'appelle l'immeuble suédois parce que on a utilisé une méthode qui était brevetée en Suède qui s'appelle Siporex, donc un béton ultra légère. Il y a des pilotis, on voit les pilotis dans l'un des magasins de l'immeuble. Les pilotis, on voit encore des traces de coffrage, donc une sorte de béton brut. Et l'autre histoire moderniste de Nova Huta, c'est enfin une église qui était construite là-bas. C'était la première église construite à Nova Huta. Elle était commencée en 67 et terminée en 77. Une construction de Wojciech Pietrzyk, qui est très corbusierenne aussi, qui est très ressemblante. Non, elle n'est pas très ressemblante, mais elle est inspirée quand même de Ranchamp. Et elle est inspirée aussi de toutes les règles qui étaient décrétées par le Concile de Vatican II, donc un espace plus démocratique de l'intérieur de l'Église, avec de l'intérieur qui correspond très bien au langage artistique de l'endroit. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, une partie qui est en pierre, c'est une petite pierre de la rivière qui était travaillée par la rivière, qui est apportée par les fidèles. Donc les fidèles en apportaient comme chez... je sais plus exactement comment il s'appelait, le chevalier. Il y avait les facteurs chevaliers, oui. Quelqu'un qui a construit un palais à la base des petits cailloux. Donc ici, c'est un petit peu la même chose, sauf que ça durait pas si longtemps. Tous les fidèles ont apporté des petits cailloux et de ces cailloux était construit le mur de cette église. On a aussi le postmodernisme. Et on en a beaucoup parlé, mais la période postmoderniste, surtout en Pologne, se réfère souvent au réalisme socialiste. Et surtout cet ensemble que vous voyez à gauche, c'est-à-dire la résidence secteur A, qui était projetée par Romuald Legler, c'est mon ancien chef d'ailleurs, qui fait des références à la place centrale. Donc les colonnades, la disposition des façades, la continuité de certains détails architecturaux se retrouvent donc parce que il est situé en face de la place centrale. Donc il prolonge les dispositions de la place centrale et les jurys de concours l'a souligné dans le verdict. En fait, les bâtiments étaient une continuité d'un très très bon projet d'architecture socio-réaliste de l'équipe de Ptaszewski, et c'est pour ça qu'il a eu le premier prix. Donc, déjà dans les années 80, on appréciait beaucoup la solution artistique et urbanistique de Nova Huta. Et l'autre bâtiment, c'est aussi une petite légende de Cracovie, c'est un immeuble château. Il se trouve entre Cracovie et Nova Huta sur une rue. Parfois, je fais des cours pour les étudiants là-bas. Je fais des cours qui s'appellent Learning from Nova Huta parce que c'est un petit peu le Stripe cracovien. Donc, on a des grands panneaux publicitaires, on a un non-lieu qui se traverse en voiture ou en vélo. Et tout ce qu'on lit autour de la rue, on la lit en passant en voiture, ce qui est très important. Donc, sur cette rue, il y a ce bâtiment-là, qui est un bâtiment d'habitation qui se réfère au château de Wawel. Donc, tous les tours, les tourettes, tout ça faisait penser l'architecte aux références au château de Wawel. Ce qui est très important, c'est que quand vous voyez les dates de construction, tous ces deux bâtiments étaient construits encore pendant le communisme. Romuald Legler, souvent dans des interviews qu'il donnait à la presse, disait qu'en fait l'ancien gouvernement communiste voulait changer quelque chose dans l'habitat. Et il a fait exprès, en fait, d'encourager des architectes, de faire des formes nouveaux, de rechercher un petit peu dans le côté du postmodernisme, parce qu'il avait l'impression qu'en fait, la critique du système socialiste passe par le pitre état de l'habitat. Donc, en améliorant l'habitat, on peut sauver le système. Ce qui est un petit peu la continuation de la pensée de Le Corbusier, que par logement, on peut éviter la révolution. Mais la révolution, on n'a pas évité. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est que la Nova Huta était un lieu de la révolution. C'est un lieu très remarquable pour l'opposition en Pologne. Et ce qui contredit peut-être aussi cette image de la ville ouvrière communiste de gauche, parce que les employés de Nova Huta, les ouvriers qui travaillaient dans Nova Huta, étaient à la base de grandes protestations contre le système socialiste depuis les années 60. Et la première manifestation qui était très importante, c'est la manifestation en défense de la croix. Ce
qui est très symbolique, on a déjà parlé. On a permis dans les années 60 de construire une première église à Nova Huta, et le pouvoir, le gouvernement a changé d'avis. On a déjà construit une croix sur l'emplacement de l'église prévue, mais pendant le chantier, on l'a abandonné. On a dit que c'était plus possible. Il y avait même Karol Wojtyła qui faisait des messes en plein air là-bas pour montrer que c'est bien ici qu'il va avoir une première église de Nova Huta. Donc, le jour d'enlèvement de la croix qui était prévue par la milice, il y avait des gens qui se sont rassemblés autour de la croix, il y avait des émeutes, il y avait des gens qui étaient arrêtés, il y avait presque 600 personnes qui étaient arrêtées par la milice, il y en avait qui étaient blessés, donc une mémoire de lieu qui est très très forte pour des habitants de là-bas. Et en bas, vous voyez une grève, il y avait des émeutes aussi contre la police à Nova Huta pendant le courant des années 80, plusieurs fois. Et une autre truc qui s'est déroulé là-bas, très souvent, c'est en fait une sorte d'happening ou de performance artistique, surtout contre le monument de Lénine, qui était sur la grande place, la place centrale, qui était agressé, qui était graffité plusieurs fois. Et une fois, il y avait même une tentation d'attentat à la bombe, pendant lequel il a perdu une partie de son pied. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé le terroriste qui a fait l'attentat. Donc, vous voyez que l'histoire de Nova Huta reflète bien l'histoire de la Pologne de la première moitié du XXe siècle, reflète bien l'histoire du communisme en Pologne, une ville qui était construite pour faire symbole de système est devenu le symbole de contre-système. Et tout ce qu'elle contient est très, très ambigu. Donc, on reste avec cette image et on va passer à Cracovie, qui est juste à côté, qui est très bien communiqué avec Nova Huta. Donc, il y a un tram qui passe de Nova Huta à Cracovie en 20 minutes. Il y a plusieurs trams qui passent et il y a une piste cyclable qui est très bien, qui est très souvent utilisée par moi-même, parfois. Donc, c'est pas très loin. Je pense que cette opportunité d'être à côté d'une ville historique pour les anciens travailleurs de la fonderie fait qu'en fait, la Nova Huta n'a jamais resté une ville post-industrielle où tous les habitants ont perdu leur emploi avec la disparition de l'industrie. Donc ça donne des opportunités d'un autre travail pour les habitants. Et je pense que c'est une chance pour cette ville, pour qu'elle reste une ville en forme, je veux dire. Elle reste une partie de la ville qui n'a pas de problème au niveau de travail. Mais par contre, après 89, le scénario qu'on a commencé à réaliser pour Cracovie, c'est un scénario d'une ville du patrimoine historique qui se base surtout sur le tourisme. Donc, on a ici un petit peu le scénario vénitien ou scénario des autres villes européennes consacrées surtout au flot de touristes. On l'a très très bien ressenti pendant la pandémie, parce que pendant la pandémie, la ville a perdu 10% de ses revenus parce qu'il n'y avait pas de touristes. 10%, c'est énorme dans un budget d'une ville. Ce qu'il faut dire sur Cracovie, c'est qu'en fait, c'est la première ville européenne qui est inscrite sur la liste du patrimoine UNESCO en 1978, donc très 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 longtemps. Et quand on a inscrit Cracovie dans cette liste, l'état des bâtiments à Cracovie, dans le centre historique, était dans un état déployable, horrible. Et c'était lié, entre autres, à l'influence de la pollution qui était produite par Nova Huta. Donc, les habitants de Cracovie voyaient Nova Huta, la ville ouvrière, les bourgeois de Cracovie voyaient des ouvrières d'un mauvais œil, mais aussi en tant qu'une source de pollution. Et quand on parlait d'une sorte d'échec de communisme en Pologne dans les années 80, au début de postmodernisme, on en parlait pas seulement en tant qu'un problème culturel au niveau de l'architecture, mais aussi en tant qu'un problème écologique. Donc, la proximité de Nova Huta, c'était une source de pollution qui abîmait le monument de Cracovie cher à tous les Polonais. Donc, c'était plus que voisinage, c'était une sorte de maladie, en fait, qui se propageait vers Cracovie. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'envers.
C'est-à-dire Cracovie est une ville polluée avec des brouillards énormes. Et Nova Huta, qui a de larges avenues, qui a beaucoup de verdure, est une ville aérée, avec les filtres qui sont mis sur les cheminées de la fonderie. Il n'y a plus de pollution. Donc, ça s'est complètement renversé. Cracovie, elle est troisième peut-être sur la liste de la ville européenne les plus polluées. Et Nova Huta est impeccable. C'est un endroit où on vit bien. Est-ce que ces scénarios qui s'est réalisé pour Cracovie, donc un certain syndrome de Venise, est valable aussi pour Nova Huta qui fait partie de la ville. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec cet héritage post-communiste en Pologne après 89? On peut se débrouiller avec cet héritage de plusieurs manières, on en a parlé aujourd'hui. Je pense qu'à Cracovie, on en s'est débrouillé d'une manière très polonaise, c'est-à-dire on l'a un petit peu ridiculisé. C'est-à-dire, on a pas mal rigolé, en fait, de tout ce qui nous restait de cette époque. Et la bonne preuve, c'est le monument de Lénine, le monument qui était sur la grande place, sur la place centrale. C'est une construction très tardive pour un monument de Lénine, parce que c'est 93, c'est très tard. Il était construit en 93 et il était pas démoli, mais il était déplacé dans un parc d'attractions suédois. D'ailleurs, il était acheté par un collectionneur suédois en 99. Donc les socles restent vides, mais les artistes, plusieurs programmes artistiques, on utilise pour certaines manifestations artistiques liées au Genius Loci, donc un socle vide de Lénine. Et par exemple, en 2013, on organisait là-bas une manifestation où on a mis une sorte de fontaine Lénine jaune à la place de Lénine original. D'ailleurs, il est revenu maintenant, parce que à Nova Huta, il est revenu ce jaune, je veux dire, pas cet original. Cette fontaine, elle est revenue sur le toit d'une maison qui s'appelle Maison d'Utopie, c'est une maison d'art, de spectacle, qui s'est créée récemment à Nova Huta. Ils ont acheté, en fait, l'œuvre d'art aux artistes et ils l'ont mis sur le toit de l'établissement. Mais un de députés local proposait aussi un monument de Lord Vader à cet endroit. Il y avait plusieurs idées comme ça. D'ailleurs, encore pendant la période communiste, on s'est moqué beaucoup de Lénine. Par exemple, les clients d'un bar qui se trouve juste à côté de statues, parfois, pendant des nuits un petit peu arrosées, commandaient la vodka pour que le serveur apporte la vodka au Lénine. Ou faisait plusieurs blagues sur ces pauvres massieux en bronze. D'accord. Donc, les autres scénarios pour Nova Huta. On est en 89 et l'un des scénarios, c'est de en faire une attraction touristique. Et ça s'est vraiment passé dans les années 80, plutôt dans les années 90. Il y avait certains services, en fait, qu'on pouvait acheter à Cracovie, de faire une visite de Nova Huta en tant qu'une part d'attraction socio-réaliste. Il y avait de Crazy Guides qui utilisaient, comme vous voyez ici, des voitures de l'époque, peint un petit peu hippie, d'une manière hippie. On pouvait faire le trajet en voiture. Et la fin d'excursion, c'était une visite d'un appartement type socio-réaliste. On pouvait boire de la vodka avec le guide. Ça faisait chair de poule aux sociologues en disant qu'on peut pas transformer cette ville en un parc d'attractions, ça n'a pas de sens, c'est pas approfondi, on conserve pas les patrimoines de cette manière-là. L'autre phénomène qui, je pense que c'est assez récent, c'est assez ressemblant aux autres pays, c'est aussi une certaine fascination pour le design et pour des objets de l'époque. Et il y a plein de gens qui habitent à Nova Huta aujourd'hui ou avant qui achètent ce genre de meubles, ce genre des équipements des intérieurs pour en faire les intérieurs de leur maison. Il y a des antiquaires là-bas, il y a des vide-greniers où on peut trouver pas cher des objets de l'époque, surtout ceux qui appartiennent aux habitants. Mais ces courants s'est terminé, j'ai l'impression, dans les années 2010. C'est-à-dire ça est devenu plus intéressant, la nostalgie un petit peu diminuée. La nostalgie qui était présente dans plusieurs pays, je pense, en Allemagne de l'Est surtout.
Et on a commencé à chercher un autre scénario pour Nova Ruta. Et le scénario qui se réalise, le plus peut-être surprenant, c'est que Nova Ruta, c'est un quartier résidentiel qui marche bien. C'est-à-dire un quartier résidentiel où il n'y a pas beaucoup de touristes comme dans le centre de Cracovie, où il y a beaucoup de verdure, où les espaces publics sont aménagés d'une manière rationnelle, où il y a de larges avenues, où il y a beaucoup de pistes cyclables, où il n'y a pas de pollution, où on est très près de Cracovie, où on peut travailler à Cracovie et habiter à Nova Ruta. Et ce qui est très essentiel, c'est que Nova Ruta est moins cher que Cracovie. Donc, dans des années 2020, c'était une ville vieille, c'est-à-dire la plupart des gens qui habitaient là-bas, c'était des gens âgés, anciens employés de la fonderie. Et aujourd'hui, c'est une ville qui s'est rejeunie parce que c'est surtout de jeunes qui achètent l'appartement là-bas parce que c'est moins cher qu'à Cracovie. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est plusieurs campagnes de la préservation du patrimoine. Et ces campagnes de préservation du patrimoine passent par l'esthétique. C'est-à-dire le problème de la transformation en Pologne, c'était aussi la profusion de panneaux publicitaires agressifs, très très mal conçus, qui étaient qu'on voyait partout. Et en fait, aujourd'hui, déjà, tout le centre historique était classé patrimoine national en 2004. Donc ça empêche les développeurs, les entrepreneurs de densifier en fait au moins la partie historique. Donc ça reste comme ça a été. On a toujours de larges espaces. Et en 2020, donc très récemment, on a décrété qu'en fait la Nova Ruta devient un parc culturel. Donc parc culturel, ça veut dire un endroit où il y a des limites, où il y a des restrictions au niveau de l'esthétique de l'endroit. Et surtout, ça concerne surtout des enseignes publicitaires auxquelles on a de manuels concrets, comment construire, comment projeter, comment faire des designs des enseignes, par exemple, pour le magasin. Mais il y a aussi un manuel où c'est expliqué comment suivre un petit peu la composition architecturale par les lettres, par exemple. Comment introduire une enseigne dans une composition architecturale. Et c'est strictement comment dire, contrôlé maintenant. Mais la mauvaise côté de cette décision de faire une esthétique de la ville, c'est que à côté des enseignes qui sont laides, on enlève aussi des gens qui sont laids. C'est-à-dire les gens qui faisaient des petits marchandises, les babouchkas qui vendaient leurs fleurs de leur jardinière. La commerce de la rue a disparu aussi parce que c'est pas esthétique. Et moi, je trouve ça scandaleux, en fait, d'enlever des utilisateurs de la ville, surtout une ville qui est vieille, de la rue sur des prétextes qui ne sont pas esthétiques, qui n'entrent pas dans le parc culturel. C'est pas culturel, c'est complètement à l'opposé de la notion culture que j'ai et que je pense que pouvez avoir. Un sociologue cracovien qui s'appelle Jacek Gondecki a fait des recherches sur la possible gentrification de Nova Ruta et il a trouvé que, en fait, c'est à ce niveau de la protection de l'endroit, on peut pas densifier, on peut pas avoir des investisseurs étrangers dans la ville. Donc, à Nova Ruta se passe quelque chose qu'il appelle la gentrification marginale, c'est-à-dire la valorisation qui se fait surtout par des habitants ou par des investisseurs qu'il appelle les investisseurs organiques, donc ceux qui sont de l'endroit ou qui sont liés à l'esprit de l'endroit. Donc la gentrification, je pense qu'elle n'aura pas lieu peut-être à ce niveau-là que dans le centre de Cracovie où la grande place n'a plus d'habitants. C'est juste un simulacre pour le touriste. Il y a pratiquement plus d'habitants dans le centre-ville de Cracovie. Au contraire, à Nova Ruta, il y a plein d'habitants. Il y a maintenant 300 000 d'habitants à Nova Ruta et 750 000 dans toute la Cracovie. Donc un tiers d'habitants de Cracovie habitent Nova Ruta, avec toutes ces résidences qui sont autour. Mais il y a un risque de la gentrification et c'est l'un des exemples que je vais vous montrer. Un ancien bâtiment socio-réaliste, c'est la maison de jeunes ouvriers qui était créée pendant la création de la fonderie, qui est transformée en maison d'appartement. Donc l'investisseur a acheté tous les bâtiments historiques et il l'a emménagé en appartement de plus ou moins luxueux, confortable, je veux dire. Et le slogan publicitaire qu'il fait,
c'est très remarquable. Par exemple, ici, modernizowanie żyją lepiej, ça veut dire moderniser vit mieux. Ce qui est le genre modernisé. D'ailleurs, on voit que réalisme socialiste et modernisme se sont confondus en modernisme. On appelle modernisme tout ce qui a été créé après la guerre. Et on voit que il y a toujours ces risques que cet parc résidentiel qui est à Nova Huta pourrait être un jour intéressant pour des investisseurs beaucoup plus agressifs que ceux qui sont maintenant là-bas. Et la dernière question que je me pose, c'est ici, vous voyez le centre historique de Nova Huta avec le Pentagone au milieu, les grandes allées qui passent de cet endroit-là. Elle s'appelle Ronald Reagan parce que dans les années 80, les habitants de l'opposition en Pologne étaient très, très confiants à l'aide américaine. Et Ronald Reagan, qui est un président ultra conservateur, ultra libéral, c'est un petit peu l'héros de l'opposition polonaise. Donc, on dit souvent que un syndicat peut être pas de droite, mais la solidarité, c'est un syndicat de droite, très conservateur. Donc ça montre que ce partage entre droite et gauche est vraiment très très difficile parfois à distinguer. Mais en revenant à ma question à ma dernière question, donc on a ici cette zone historique de Nova Huta, et ici c'est quelque chose dont je adore exploiter, mais c'est interdit, donc je suis arrêtée parfois par les gardiens là-bas. C'est le terrain de la fonderie. Donc ici, il y a une petite partie qui est occupée par le siège administratif. Et autour de ça, il y a un terrain équivalent au centre historique qui est maintenant un terrain dégradé et pas forcément utilisé par la fonderie qui n'a plus besoin de ce genre de terrain autour d'elle, qui, dans l'avenir, va devenir un bien foncier assez intéressant pour des investisseurs, je pense. Surtout ici avec cette tache de sable énorme qui servait à la fonderie avant. Donc, on a un terrain énorme dans le plein centre maintenant, c'est déjà plein centre de Cracovie, qui pourrait être attractif pour les investisseurs. Et c'est la question pour vous et pour moi, qu'est-ce qui va devenir avec ce terrain? Moi, je rêve que ça soit une forêt ou une prairie avec des fleurs, parce que je pense que en répondant un petit peu à la question à l'écologie, je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est comme dans la médecine, c'est ne pas bâtir, c'est ne plus bâtir, c'est pas démolir du béton, mais c'est de ne plus utiliser de béton dans des bâtiments neufs. Donc, si je peux imaginer une utopie ici, ça sera la nature. Et on a cette opportunité toujours à Cracovie, à Nova Huta, surtout que ces terrains peut être acheté par l'État et transformé en un parc, parce qu'on manque beaucoup de parcs à Cracovie. Mais ça peut être aussi une résidence d'appartements de luxe. C'est plus probable, je pense. Merci.